Alors, la première formule que je vous mets n'a absolument aucun intérêt, mais alors vous allez voir, qu'est-ce qu'elle est jolie. Regardez, vous êtes prêts? Regardez si c'est pas beau. À la page 370 de son carnet perdu, on trouve 9 cinquièmes, c'est écrit ici, 9 cinquièmes plus racine de 9 cinquièmes égale 3, 14, 16, 4 égale pi plus 0,00005. Et c'est joli, non? Je voudrais pas dire, mais cette formule-là, elle a échappé aux Grecs de l'Antiquité. Elle n'est pas chez les Arabes. Elle n'est pas dans l'Italie de la Renaissance. Les Allemands sont passés à côté. Et on la trouve chez Ramanujan. C'est assez étonnant quand même. Moi, je trouve ça joli. Voilà, alors si vous ne saviez pas ce que sont les radicaux imbriqués, voilà un bel exemple de radical imbriqué. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une infinité de radicaux imbriqués. Et donc, vous définissez une suite de nombres, racine de 2 moins racine de 2 plus racine de 2 plus racine de 2 moins, etc. De manière périodique, avec la période moins plus, c'est-à-dire moins plus, moins plus, moins plus. Vous comprenez comment c'est construit? Donc vous définissez une suite de nombres comme ça, dont on demande qu'elles convergent, et sa valeur limite, c'est 2 sinus pi sur 18. Et le truc extraordinaire, c'est que Ramanujan, quand il écrit ça, il voit que ça fait 2 sinus pi sur 18. Il n'a pas besoin de faire un calcul. C'est en ça qu'il a une aisance extraordinaire avec les radicaux imbriqués et les fractions continues. Et Ramanujan, des formules comme ça, il en a produit des centaines. Littéralement, des centaines. Alors ça, c'est assez étonnant, parce que, en gros, pour ceux qui connaissent un peu de théorie algébrique des nombres, là, vous avez vraiment une suite de nombres algébriques, et là, vous avez un nombre qui est typiquement transcendant. Donc c'est étonnant de voir le lien un peu entre les deux. Bon, ça c'est possible parce que vous avez un passage à la limite. Hein. Donc voilà, c'est une jolie formule, sans aucun intérêt sinon. Mais on va venir à des formules intéressantes, hein, je vous rassure. Ça, pareil, Ramanujan, il voit racine cubique de cosinus 40 degrés plus 1, et il voit que ça fait racine cubique de 3,5 de racine cubique de 9 moins 2. Ça pose aucun problème. Ça se voit, ça se voit. Ramanujan, il voit ça. Alors là, c'est le problème exactement inverse. C'est-à-dire que là, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à des nombres transcendants. Et le résultat, en fait, bah non, c'est pas des nombres transcendants. Il y a quelque part un phénomène qui se passe, un phénomène algébrique derrière, qui fait que ça donne un nombre algébrique. C'est assez étonnant, en fait, si vous raisonnez en termes de théorie algébrique des nombres, de regarder cette formule. Les partages d'entiers. Alors j'ai écrit partition parce que tout le monde dit partition, mais il faudrait dire partage d'entiers. C'est un problème de traduction de l'anglais. Vous connaissez les partages d'entiers ou pas? Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas les partages d'entiers? Oui, il y en a quand même quelques-uns. Alors, vous allez voir, c'est très simple. C'est très, très, très simple. Vous écrivez, par exemple, vous prenez un nombre n, ici 4, et vous l'écrivez de toutes les manières possibles comme somme d'entiers plus petits. D'accord? Donc 4, vous pouvez l'écrire comme 3 plus 1, comme 2 plus 2, comme 2 plus 1 plus 1, comme 1 plus 1 plus 1 plus 1. Vous avez donc 5 écritures différentes du nombre 4. On écrit P de 4 égale 5. Fin de l'histoire. Vous savez tout sur les partitions d'entiers. Donc P de 1, c'est P de 1, bah, vous calculez, ça fait 1. P de 2, ça fait 2. P de 3, ça fait 3. P de 4, on vient de voir que ça fait 5. Vous faites quelques petits calculs pour vous familiariser avec. P de 7, ça fait 15. Et P de 100, bah, ça fait 190 569 292. On se doute bien que P de n va exploser avec n. Vous le sentez bien. Que plus le nombre est grand, plus on a de façon d'écrire comme somme d'entiers plus petits. La grande question qui tarabuste les mathématiciens à l'époque de Ramanujan, c'est quelles sont les propriétés de la fonction P. Notamment, on vient d'en voir une. La question qu'on se pose est de savoir comment explose P de n en fonction de n. Est-ce que c'est de l'exponentielle de n? Est-ce que c'est de l'exponentielle de n au carré? Est-ce que c'est un polynôme en n? On veut savoir comment grandit P de n avec n. Donc ça, c'est une grande question et sur laquelle va s'illustrer Ramanujan. Mais il y a d'autres problèmes, il y a d'autres questions qu'on peut se poser sur P de n. En voici quelques exemples. Alors vous prenez votre ordinateur préféré, votre logiciel de calcul formel qui va bien,
et vous calculez les P de n, vous faites des... Alors à l'époque de Ramanujan, c'était à la main. Et vous calculez tous les P de n jusqu'à un grand nombre, et vous vous rendez compte que vous avez 50% des P de n qui sont inférieurs à... qui sont pairs, et 50% qui sont impairs. On a envie de se dire, bah, c'est kiff-kiff. Moitié du temps P de n est pair, moitié du temps P de n est impair. Ça vous semble cohérent avec les chiffres qu'on a? Ouais. Hein. Donc on a envie de se dire que la proportion des nombres pairs est 1,5. Si on regarde maintenant modulo 3, on regarde les P de n inférieurs, enfin les P de n qui sont multiples de 3, on tombe grosso modo sur 33%. On a envie de se dire que la proportion des P de n qui sont multiples de 3, c'est précisément 33%. Maintenant, si on regarde pour les multiples de 5, eh ben, ça c'est une expérimentation informatique qui vous dit que ben, vous trouvez 34,6%. Hein? C'est quoi ce 34,6%? En fait, la distribution des valeurs P de n en fonction de n, elle est totalement mystérieuse encore aujourd'hui. On n'a aucun angle d'attaque sur cette question. Aujourd'hui, en 2017. On n'a rien. On n'a pas de résultat. On n'a que dalle. Et on ne sait pas démontrer que P de n prend 50% du temps une valeur paire et 50% du temps une valeur impaire. On le voit bien. Mais c'est peut-être faux. En tout cas, on ne sait pas le démontrer. On n'a aucun angle d'attaque sur ce type de question. Après, je m'avance peut-être un peu parce que je sais que Ken Ono a fait des recherches très étonnantes sur cette question il n'y a pas longtemps. Donc peut-être que lui, il voit une façon d'attaquer le problème. En tout cas, jusqu'à il y a quelques mois, c'est sûr, personne ne savait aborder ce problème. Et ben Ramanujan, lui, il a fait des choses. Lui, il a remarqué que P de 5K plus 4 est toujours un multiple de 5. Donc P de 4, P de 9, P de 14, P de 19, P de 24, P de 29, etc. C'est toujours un multiple de 5. P de 7 fois un entier plus 5, c'est toujours un multiple de 7. Et P de 11 fois un entier plus 6, c'est toujours un multiple de 11. Alors ça, c'est un des résultats pour lesquels Ramanujan est le plus connu. Et à Cambridge, il a démontré ça. Il a trouvé l'ordre de grandeur de P de n, asymptotiquement. Alors ça ne se voyait pas au premier coup d'œil, hein, c'est un exponentiel de pi racine de 2n sur 3 pondéré par un facteur 1 sur 4n racine de 3. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le symbole équivalent, ça veut dire que si vous faites le quotient de P de n par cette quantité, quand n devient grand, vous approchez de 1. Le quotient tend vers 1. Donc ça vous donne une très bonne estimation. Et en fait, on obtiendra quelques années après Ramanujan, en 1943, une formule exacte, où ce n'est pas un équivalent, on a un égal plus... enfin, on a une formule vraiment exacte, plus un terme d'erreur précis. Enfin, on a une vraie formule exacte sur P de n. Alors, ça c'est, j'en termine là avec les partages d'entiers. Là, vous avez quelque chose de très très étonnant pour le mathématicien. Regardez, vous avez le quotient de deux séries. Vous êtes d'accord? Ce sont deux séries mathématiques. Vous avez tous vu les séries, je pense. A priori. Ah, pas les premières années, vous n'avez pas vu les séries. Bon, bah c'est des sommes infinies de termes. Et en l'occurrence, il y a convergence. Ça converge, donc ça, ce sont des braves quantités bien définies mathématiquement. Il n'y a pas de lézard derrière, hein, il n'y a pas de problème. Et ben, donc c'est des sommes infinies. Vous en faites le quotient et vous trouvez un nombre exact. Qui plus est, un nombre algébrique. Ça, c'est mathématiquement, c'est tout à fait surprenant. Tout à fait surprenant. Et Ramanujan, lui, il voyait bien ça. Enfin, ouais, ça saute aux yeux. Celle-là, elle est pas mal aussi. Alors ça, c'est dans la première lettre qu'il envoie à Hardy. Donc l'intégrale de ce produit infini, bah ça fait ça. Alors, ça c'est la lettre gamma pour la fonction gamma de l'air. C'est pour ceux qui ne connaissent pas la fonction gamma, on va dire pour faire simple que c'est une interpolation de la factorielle. En gros, pensée factorielle. Donc Ramanujan,
dans sa première lettre à Hardy, il envoie cette formule. Alors, mine de rien, bon, vous dites, bon, c'est un calcul d'intégrale, bon, ça se fait, quoi, ça doit bien se faire, il y a des gammas, donc on va y arriver. Ah non, non, c'est vachement dur. C'est super dur d'établir cette égalité, et c'est Hardy, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Hardy qui le dit dans son papier, là. Il a passé un temps considérable à établir que cette formule est correcte. Ça, pareil, donc là, on a des séries Q, et on a une série, et Ramanujan, quand il voit une série, il la transforme en produit. C'est tout à fait inattendu. Je veux dire, il y a très très peu de séries qui peuvent se mettre sous la forme de produit. Ramanujan, il les voyait. Donc il écrit que la série, là, est égale à ce produit infini, là. Très étonnant. Alors ça, c'est pour vous montrer un peu de radicaux, de fractions continues. Une fraction continue, c'est ça. Hein, tout à l'heure, on a vu les radicaux imbriqués. Là, maintenant, je vous présente les fractions continues. Donc celle-là, elle s'appelle la fraction continue de Rogers-Ramanujan. Dis bonjour. Et donc, elle est super connue, celle-là. Et Ramanujan a trouvé des centaines de propriétés de cette fraction continue. Alors, pour vous mettre à l'aise, est-ce que vous êtes capable de me calculer tous R de 0 ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème à calculer R de 0 ? Combien ça vaut ? Oui, ça vaut 0. Hein, c'est 0 divisé par un truc qui est non nul. R de 0 égale 0. D'accord ? Est-ce que vous voyez tous comment calculer R de 1 ? Vous pouvez tous calculer R de 1. Je vous invite à essayer. Tous, vous pouvez calculer R de 1. Vous voyez ce qui se passe, on n'a que des 1. Est-ce que quelqu'un voit comment on va calculer R de 1, sans donner le résultat, mais comment au moins on va le faire ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit l'astuce ? Vous avez tout sous les yeux. Hein. Si vous remplacez Q par 1, vous avez que des 1 ici. Et ici, c'est quoi ? Ce que j'entoure avec mon pointeur, c'est R de 1. Vous êtes d'accord ou pas ? Ici, c'est R de 1. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça ? C'est joli, non ? Donc, R de 1 est égal à 1 sur 1 plus R de 1. Ouais. Par ailleurs, R de 1, bah, c'est clairement plus petit que 1, c'est clairement entre 0 et 1. Ça, vous le voyez du premier coup d'œil. Donc, R de 1 vérifie une équation du second degré, et est compris entre 0 et 1. Bon, bah, on trouve que R de 1, c'est le nombre d'or, en fait. D'accord ? Tout le monde est convaincu ? Bah, vous le referez, de toute façon, c'est un truc qui peut vous servir un jour, ça. Bref, donc ça, c'est pour vous... Voilà, ça, c'est la fraction continue de Rogers-Ramanujan. À l'époque de Ramanujan, cette fonction, elle est déjà étudiée, elle est déjà importante en mathématiques, elle est déjà bien connue, mais on n'est pas capable de calculer ses valeurs autres qu'en 0 et qu'en 1. Alors par ailleurs, Ramanujan, il pose epsilon 1 plus racine de 5 sur 2, il définit la fonction psi et la fonction f de la manière suivante. Ça, c'est récurrent dans l'œuvre de Ramanujan. Ce sont des spécialisations de la fonction θ générale de Ramanujan. Donc, elles sont partout omniprésentes hein, dans les carnets de Ramanujan. Elles sont partout. Donc, on a trois fonctions, psi, f et r. Alors, on va déjà continuer avec r, puisqu'on est bien lancé. Alors, Ramanujan, dans sa première lettre à Hardy, il écrit ça. Il écrit R de exponentielle moins 2pi, c'est racine de 5 plus racine de 5 sur 2 moins racine de 5 plus 1 sur 2 exponentielle 2pi sur 5. Et Hardy va dire, toujours dans son article que j'ai sorti ici, This formula defeated me completely. Donc je suis totalement impuissant à démontrer cette formule. Donc R, je vous rappelle, c'est ça. Voilà.
Hardy dit « Je suis totalement impuissant à démontrer cette formule ». Et on pense que c'est en voyant ce type de formule, enfin, devant ce type de formule qu'il a compris que Ramanujan était un mathématicien de grand talent et de premier plan. Et non seulement il est capable de calculer R en exponentielle moins 2pi, mais même il a une formule pour déterminer R de exponentielle moins pi racine de n pour tout rationnel positif n. D'accord? C'est complètement fou. Et donc, je vous ai mis un petit exemple rigolo. Je vous ai pris n égale 64. Donc, racine de 64, ça fait 8. On fait R de exponentielle moins 8pi. Vous êtes d'accord, hein, c'est R moins pi racine de n. Et donc, ça fait ça. Racine de C2 plus 1 moins C, avec C qui est défini comme étant la moitié de 1 plus 1 là, avec A qui vaut ça et B qui vaut ça. C'est joli. Enfin, tout dépend de du sentiment esthétique de chacun, mais bien sûr. Voilà. Alors là, je reviens à mes fonctions psi, f et r, et Ramanujan, contre toute attente, va trouver des liens entre ces trois fonctions qui sont par ailleurs étudiées en mathématiques et bien connues. Donc il va vous trouver que l'intégrale de f carré fois f de moins t fois f carré de moins t puissance 5 sur racine de t avec un petit coefficient devant, c'est l'intégrale de l'arccosinus de epsilon, c'était 1 plus racine de 5 sur 2 hein, dans la notation de Ramanujan. Epsilon r de q, voilà, ça c'est des fonctions de q. Hein. Donc ça vous remarquez là, enfin non, vous ne remarquez pas tous, mais c'est une intégrale elliptique de première espèce. Ça s'exprime comme l'intégrale de jusqu'à 2 arctangentes de ce truc-là, de cette quantité. Waouh! Comment on démontre des formules comme ça? Ramanujan, ça lui posait pas trop de problèmes, visiblement. C'est des formules comme ça qu'il a sorties par centaines, littéralement. Alors là, je voudrais vous montrer, si vous me permettez de passer parce que je pense qu'on a explosé le timing, je vous présente mes excuses. C'est possible de voir un petit exemple? Oui, bien sûr. Il est moins 10. Alors, on va aller rapidement. Donc voilà, ça c'est clairement, ça c'est concrètement, très concrètement. Dans le carnet perdu, on est sur la page 209. Là, c'est ça, le carnet perdu. Donc, alors là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez Q égale exponentielle moins pi K' sur K. Q' égale exponentielle moins K pi K sur K'. Vous voyez 1 moins Q sur 1 plus Q. Il y a des exposants. Voilà. Le tout à la puissance. Il y a un lambda là-haut. Qu'est-ce que c'est que ça? Multiplié par ce truc. Alors les points de suspension, c'est-à-dire que ça continue à l'infini. Voilà, à la puissance 2pi, voilà, c'est à la puissance 2pi, égale exponentielle pi sur 4, moins, là on devine un terme. Bon, c'est un peu compliqué. Hein. Attends. En plus, là, c'est un scan numérique vitaminé du carnet perdu. C'est pas aussi lisible dans le carnet perdu. C'est moins lisible que ça. Alors, on a trouvé que Q c'était ça, que Q' c'était ça, K il varie entre 0 et 1. Et voilà, si je traduis en termes modernes, la formule recensée à la page 209 du carnet perdu, c'est ça. Alors ça, c'est une notation moderne. Alors ça, faut me croire sur parole, ça ressemble à rien du tout de connu. Bon, Q étant fixé, si vous voulez, l'exposant log Q là, c'est fixé, c'est pas un problème. Le 2pi, vous savez ce que c'est pas un problème. Ces formules-là, elles ressemblent à rien de connu, mais elles sont pas loin de quelque chose de connu. Si on n'avait pas ces exposants ici, 2n plus 1 et m, qui sont variables, hein, c'est un produit infini sur n, donc ça varie avec l'indice. De même, m, c'est l'indice ici, ça varie. Si on n'avait pas ces exposants qui variaient, on serait en territoire connu. On saurait faire quelque chose avec ces produits infinis. Là, on ne sait rien faire du tout. On est face à un objet mathématique totalement inédit, sous la plume de Ramanujan. Et Ramanujan, en plus, il vous dit que non seulement ça fait un produit intéressant qui converge, mais en plus, ça vaut ça. Alors, la formule est presque illisible, comme je vous l'ai dit.
on a seulement les 3 premiers termes de la série qui sont écrits, vous les avez vus, enfin, ou devinés. K et K' ne sont pas définis, mais ça, c'est pas un problème. On n'a aucune formule qui ressemble à ça dans toute la littérature mathématique, pas même dans les autres travaux de Ramanujan. C'est pour ça que je vous ai pris cet exemple, je le trouve sympa. Alors K, c'est une intégrale elliptique de première espèce. C'est quelque chose de très connu et de très classique chez Ramanujan. Donc petit k, c'est ce qu'on appelle le module de l'intégrale elliptique. K', c'est le module complémentaire. Bon, c'est des objets qui sont très bien étudiés, mais pour autant, on les voit pas trop bien apparaître ici. Bon. Alors, Berndt, il a évidemment essayé de démontrer cette formule compliquée. Il y a passé des semaines. Et à force de la réécrire de manière différente, il a fini par comprendre que cette formule découlerait d'une connexion entre séries hypergéométriques et fonctions elliptiques. Donc cette connexion, encore faut-il qu'elle soit vraie. Mais en tout cas, s'il arrive à établir une certaine connexion entre les séries hypergéométriques et les fonctions elliptiques, alors il peut démontrer la grosse formule de la page 209. Alors cette connexion, est-ce que c'est un accident? Est-ce qu'il y en a d'autres? Il n'y a évidemment aucune connexion a priori connue entre les séries hypergéométriques et les fonctions elliptiques. Donc est-ce que c'est un accident? Est-ce que Ramanujan, est-ce qu'il y a quelque chose ou pas derrière? Bon. Alors là voilà, cette connexion, c'est ça la connexion. Donc si vous prenez la série des inverses, des cosinus hyperboliques pondérés, des quotients pondérés de mes fonctions elliptiques évaluées en racine de 1 - k2 et en k, vous voyez le truc? Et si vous arrivez à prouver que c'est égal au quotient de 2 séries hypergéométriques un peu compliquées pondérées, alors vous démontrez la formule de la page 209. Vous me suivez? Sauf que maintenant, il faut démontrer ça. Et là, on ne sait rien faire non plus. Sauf qu'après plusieurs semaines, Berndt se rend compte que, écrite différemment, il l'a déjà vu quelque part, cette formule. Elle est dans le carnet 2 de Ramanujan. Et il l'avait déjà démontré. Mais parce qu'il n'avait pas vu que c'était des fonctions elliptiques ici et des séries hypergéométriques là, il avait raisonné à l'époque là, 20 ans avant, en termes d'analyse complexe et de fonction de la variable k, en termes de fonction analytique de la variable k. Et donc, en passant par l'analyse complexe, il avait réussi à démontrer que cette formule était vraie, sans s'apercevoir que ça faisait un lien entre des fonctions elliptiques et des séries hypergéométriques. Donc, en fait, la formule était déjà démontrée. Et donc, la formule qu'on a vue tout à l'heure, monstrueuse de la page 209, elle est vraie. Alors maintenant, je vais vous montrer des vraies applications de Ramanujan, puisqu'il paraît que les maths, ce n'est pas des vraies applications. Alors en physique, en physique, figurez-vous que 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus etc. à l'infini, ça diverge, évidemment, mais ça vaut moins -1/12. Alors ça, c'est chez Euler, c'est chez Riemann, et Ramanujan l'a retrouvé. C'est lié aux 26 dimensions en théorie des cordes. Si vous avez entendu parler de la théorie des cordes, les 26 dimensions, d'où est-ce qu'elles viennent? Elles viennent de 2 fois 12 plus 2. Le 12, c'est celui-là. C'est parce que la série des entiers fait moins -1/12 qu'il y a 26 dimensions en théorie des cordes. Bon, je vous laisse avec ça. Hein. Vous avez une extraordinaire vidéo si vous connaissez, si vous connaissez pas le site Micmath. Je vous invite vraiment à y aller, c'est très addictif, c'est très sympa. Et donc il vous explique pourquoi la série des entiers, ça fait moins -1/12. Et c'est une réalité physique. Hein. Je vous laisse avec ça. En mécanique statistique, les Q-séries, à savoir les identités de Rogers-Ramanujan, sont utilisées essentiellement dans le modèle d'Andrews-Baxter-Forrester. Le Andrews ici, c'est le mathématicien américain dont on a parlé tout à l'heure. En théorie conforme des champs, les identités de Rogers-Ramanujan et la fonction tau de Ramanujan sont utilisées dans ce domaine, en représentation des algèbres de Kac-Moody. Et la supergravité, ça c'est assez récent, la méthode du cercle de Hardy-Littlewood, dont on pense qu'elle a été inspirée par des discussions avec Ramanujan, est utilisée pour mesurer l'entropie et d'une certaine manière l'aire des trous noirs. Je finis avec une citation de Terence Tao sur son blog. Vous connaissez peut-être Terence Tao, qui est un des grands mathématiciens vivants. Son talent, il parle de Ramanujan, évidemment, était exceptionnellement hors du commun. Il est l'un des rares mathématiciens contemporains que je qualifierais de génie au sens populaire du terme. C'est Tao qui dit ça.
Enfin, le mot de la fin pour Burnt. Ces méthodes pour calculer les invariants de classe. Alors, j'ai pas parlé des invariants de classe, mais Ramanujan a déterminé des centaines d'invariants de classe. Record du monde. Et il a calculé des centaines d'invariants de classe. Donc ces méthodes demeurent en grande partie dans une obscurité impénétrable. C'est regrettable qu'il ne nous ait laissé aucun indice. Quand on sait que les mathématiciens manient la litote jusqu'à l'agonie, on mesure la portée d'une telle citation. Enfin, ça c'est tout récent, c'est dans le dernier volume qui paraîtra en 2017. Bien que des progrès considérables aient été réalisés, un rideau noir nous a empêchés de voir ce qui se passe sur la scène, à savoir quelles furent les idées de Ramanujan derrière ces découvertes. Je vous remercie pour votre attention.